sur le parti, ce n'est peut-être pas la déclaration et le lieu le plus neutre. Ensuite, il va falloir aller très vite, peut-être dimanche ou lundi, et nous aurons la réponse à ce moment-là. Et doit-il alors quitter Matignon ? Alors, en tout cas, rien ne l'oblige, selon les statuts, selon la loi, selon la Constitution, ni selon les statuts du Parti socialiste, à quitter Matignon. Mais Manuel Valls l'a répété à plusieurs reprises. Il a en tête le traumatisme, le cauchemar de Lionel Jospin en 2002, qui a dû mener campagne tout en étant à Matignon. Il ne veut pas être tiraillé en permanence entre sa fonction de Premier ministre, d'homme d'État, et sa fonction de candidat. Il veut pouvoir mener pleinement sa campagne s'il est confirmé qu'il est candidat. Donc il quittera probablement Matignon dans la foulée de l'annonce de sa candidature. Ou alors il peut attendre aussi la primaire, d'être désigné et ensuite de démissionner en tant que Premier ministre. Et on va regarder un tableau, celui des 7 candidats officiels à ce jour de la primaire de la gauche. Cela va d'Arnaud Montebourg à Pierre Larouturou en passant par Benoît Hamon. Benoît Hamon qui sera l'invité politique de la matinale de cette édition spéciale. Ce sera à 8h25, Lélie. Et puis on va passer aux réactions puisqu'elles ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, notamment hier soir après le renoncement de François Hollande. On commence par Twitter. Regardez François Fillon et ce tweet. Donc François Fillon qui est, je vous le rappelle, nouveau favori des sondages pour la présidentielle après sa victoire à la primaire de la droite. Sobrement, François Hollande admet avec lucidité son échec. Beaucoup ont souligné la lucidité du chef de l'État hier soir. Et qu'en est-il du Front National ? Je vous propose d'écouter Nicolas Bell, secrétaire général du parti. Il était notre invité hier soir sur les télés. La lucidité de François Hollande... Oui, si on veut, il n'avait pas le choix en réalité. C'est la conclusion lamentable d'un quinquennat lamentable. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est que sa lucidité ne va pas jusqu'à une véritable analyse de son quinquennat. Il nous a fait un énième exercice d'autosatisfaction qui est honteux et qui est même un peu insultant pour les Français qui souffrent. Je rappelle, le quinquennat, c'est 400 milliards de dettes publiques supplémentaires, des centaines de milliers de chômeurs, l'insécurité et le terrorisme sur notre sol, le chaos migratoire. C'est ça le bilan de François Hollande. Voilà, et dans un instant, on tirera un bilan économique de François Hollande. Il a présenté lui-même un bilan positif de son quinquennat. On verra ce qu'en dit Yannick Ezard, qui est avec nous sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité de la République, qui n'est pas candidat à sa propre succession, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. François Hollande, que vous avez pu suivre évidemment en direct sur iTélé, qui a dressé un bilan économique de son quinquennat à 6 mois environ de la fin de ce quinquennat. Un bilan économique plutôt positif. Yannick Ezard avec nous sur ce plateau. François Hollande a énuméré les points positifs de son action. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir et est-ce qu'il est particulièrement optimiste ? Est-ce qu'il dit vrai, le président ? Alors on va essayer de les reprendre un petit peu un par un. D'abord, François Hollande a commencé par dire qu'il avait laissé les comptes publics assaini. Si on regarde, en effet, l'année avant son arrivée, le déficit public en 2011 est à 5,1%. Fin 2016, on devrait être à 3,3%. On n'a pas réussi à le ramener sous les 3% pendant le quinquennat, mais on voit que la courbe se dirige dans le bon sens, même si ce redressement, ça s'est fait au prix d'une hausse des impôts qui a abouti à un ras-le-bol fiscal pour beaucoup de Français et pour certains économistes. Et la dette a augmenté. La dette a augmenté et pour certains économistes, c'est justement ce ras-le-bol fiscal et cette course à la réduction des déficits qui a aussi plombé, ralenti notre croissance. D'ailleurs, le président n'a pas parlé des impôts hier, alors que c'est aussi dans son bilan. Le bilan, c'est aussi ce que l'on ne dit pas. J'ai fait baisser les charges des entreprises. Voilà une autre phrase prononcée par François Hollande hier. Il s'agit du CICE, le crédit d'impôt pour les entreprises, 41 milliards d'allègements qui ont permis, c'est avéré, d'améliorer les marges des entreprises, même si au final le dispositif s'est avéré assez complexe. Il a redonné de la compétitivité à nos entreprises. Pour la sécurité sociale, le président de la République nous dit elle est à l'équilibre. Alors en réalité, on n'est pas encore à l'équilibre, même si on s'en approche. D'après les prévisions, on atteindrait l'an prochain, pour le régime général, un trou de la Sécu de 400 millions d'euros, ce qui est assez peu pour la Sécu. Ce serait le meilleur résultat depuis près de 15 ans. Mais il y a un mais, et pas un petit mais, c'est bien sûr le chômage. Les résultats arrivent plus tard que je ne les avais annoncés, mais ils sont là. Voilà ce qu'a dit le président de la République hier. Concrètement, depuis un an, le chômage, on le voit, a bien baissé d'un peu plus de 100 000 personnes, mais sur l'ensemble du quinquennat, il a augmenté de plus de 500 000 chômeurs. Le bilan dans son ensemble est donc mauvais, mais le problème, pour qu'on comprenne bien, il vient surtout du timing. La baisse, elle arrive trop tard. Trop tard pour inverser durablement la courbe, trop tard pour convaincre l'opinion et trop tard au final pour sauver François Hollande qui s'est lié beaucoup trop fort et beaucoup trop tôt à cette courbe du chômage qui finalement l'emmène vers la sortie.
Merci Yanni pour ce bilan. 6h17. Hollande n'avait pas anticipé le fait que ses amis de gauche, de Claude Barthelone à Manuel Valls, en passant par d'autres, ils sont nombreux, auraient été choqués, touchés. Et quand Manuel Valls employait le terme de honte, je crois qu'il a utilisé le terme de honte à propos du sentiment ressenti par les socialistes vis-à-vis de ses paroles dans le livre, ça l'a profondément touché, heurté. Et il s'est dit, là, si en plus je ne suis pas soutenu par les miens, par mes proches, si en plus mon ex-compagne Ségolène Royal, mes enfants et d'autres me disent n'y va pas, après tout ça ne sert à rien, d'autres sont mieux placés que toi, eh bien il a dû se dire oui, je pense qu'effectivement peut-être dans ces cas-là ça ne vaut pas la peine, Emmanuel Valls est mieux placé que moi pour y aller. Vous l'avez rencontré, vous l'avez dit une 60aine de fois. Quelle est votre conviction ce soir sur son état d'esprit en ce moment, là où on se parle? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est accablé? Est-ce qu'il est soulagé? Je pense qu'il est triste et libéré. Libéré parce qu'il a le sentiment d'avoir pris la bonne décision, que d'autres iront à sa place, d'autres se battront, que lui il fera son travail jusqu'au bout. Et puis surtout, il a quand même une chose qui est importante, qui n'est jamais soulignée, qu'on le concerne, mais qui est très importante, c'est que cet homme-là pense, et nous pensons aussi d'ailleurs, qu'il a un bilan. Voilà, il l'a dit d'ailleurs dans son propos, il a un bilan. Il a effectivement un bilan social, diplomatique, économique, et il estime du coup avoir fait le job. Et dans le livre, il a beaucoup de phrases qu'on relit du coup a posteriori, qui sont très intéressantes, dans lesquelles il dit après tout, j'aurais imposé les réformes courageuses, j'aimerais qu'on dise que j'ai été courageux. Voilà, il y a plein de phrases comme ça qui laissent penser que de toute façon, il se laissait une porte de sortie qui était celle de partir. Et je suis prêt à parier que dans 4, 5, 6 ans, 10 ans, François Hollande sera mieux considéré qu'il ne l'est actuellement. Et parmi les premières réactions, bien entendu, vous avez entendu celle du journaliste Gérard Davet, et il y a celle des hommes politiques, à gauche comme à droite, qui se confient dans les journaux, dans les quotidiens ce matin, et notamment dans les Échos. On parle beaucoup d'Arnaud Montebourg, qui perd, selon le journal, son adversaire favori en la personne de François Hollande. Oui, on est déjà dans la primaire, et il est vrai que François Hollande l'avait annoncé, il fallait prendre cette décision ou une autre avant le 15 décembre. Il n'a pas attendu, il a décidé de se prononcer sur son retrait, j'allais dire, de la candidature à l'Élysée dès ce 1er décembre. Il est l'heure maintenant de prendre la direction de Radio France et de retrouver Victor Maté pour l'essentiel de l'info ce matin. Il a pris tout le monde par surprise. François Hollande renonce donc à se représenter à la présidentielle dans 5 mois. Décision inédite pour un chef d'État en exercice. François Hollande s'est exprimé depuis l'Élysée hier soir. Une défense partielle de son bilan économique, international et un regret sur la déchéance de nationalité. Suspense avant donc d'annoncer sa non-candidature pour 2017. Les Français ne voulaient plus de François Hollande, réagit à droite Nathalie Kosciusko-Morizet. François Fillon, le candidat Les Républicains pour 2017, met en avant l'échec du président. Le vice-président du FN, Louis Alliot, y voit à lui la seule décision valable d'un quinquennat catastrophique. Le Premier ministre Manuel Valls salue le choix d'un homme d'État pour Arnaud Montebourg, enfin candidat à la primaire de la gauche. Très critique, François Hollande a tout de même pris une décision qui lui vaudra la reconnaissance du peuple de gauche. Dans le reste de l'actualité... Hier soir à 20h en direct à la télévision sur France 2, notamment le président de la République sur un ton solennel annonçait qu'il renonçait à briguer un deuxième mandat. Alors on attendait sa décision depuis plusieurs semaines, celle-ci ou une autre de décision. Elle était donc attendue pour la première quinzaine de décembre, très précisément, le calendrier de la primaire oblige, et elle est tombée hier soir à la surprise générale, peut-on dire. Alors comment le président a-t-il mûri cette décision? Comment a-t-il préparé cette annonce? Des éléments de réponse avec Jeff Wittenberg. La fin d'une très longue réflexion. Fallait-il ou non se représenter? Dès le mois de mai 2013, tout juste un an après son élection, François Hollande évoque l'avenir. Dans quel état sera notre pays à la fin de mon mandat? Où en sera le chômage? Où en sera la croissance? Où en sera le mieux vivre? Et c'est sur ces résultats que je serai jugé. Jugé sur quoi? D'abord le chômage. L'affaire de l'inversion de la courbe va devenir le fil rouge du feuilleton de la possible candidature de François Hollande. S'il n'y a pas de baisse du chômage, je l'ai dit plusieurs fois, je ne serai pas candidat. S'il n'y a pas de résultat, mais pourquoi il me ferait confiance pour 5 ans de plus? En 2016, la réflexion du président a-t-elle mûri? En tout cas, il annonce pour la première fois une échéance. J'ai engagé une politique qui produit des résultats et qui en produira encore davantage. Mais c'est vrai,
je demanderai à être jugé sur la question du chômage. Quand prendrez-vous cette décision? À la fin de l'année. On pense alors que cette décision sera d'y aller. Il y a d'abord les petites allusions, comme lors de cette visite d'usine en région parisienne. J'imagine que, puisque vous avez une croissance de 5% sur les 3 prochaines années, que vous aurez ce rythme toujours, et j'espère être là pour le vérifier. Donc... Plus troublant encore, ce lapsus, un matin, lors d'une interview, François Hollande a visiblement une idée derrière la tête. Enfin, au mois de septembre, dans ce qui ressemble à un meeting Salvagram à Paris, le public a bien l'impression d'entendre un futur candidat. Je ne laisserai pas, là encore, l'image de la France, le rayonnement de la France, l'influence de la France s'altérer lors des prochains mois ou des prochaines années. Un scénario qui semblait donc écrit, mais la parution du livre de confidences a tout chamboulé. Les doutes ont gagné son propre camp, jusqu'à Manuel Valls qui l'a exprimé publiquement. François Hollande ira-t-il ou n'ira-t-il pas? La question se posait il y a encore quelques heures. Ce soir, elle est tranchée. Et puis, immédiatement après l'annonce, réaction parfois dure, très dure même dans le camp de la gauche. Le socialiste Gérard Filoche, par exemple, candidat à la primaire de gauche, réagissait dès hier soir, ici même sur notre antenne, à la décision et à l'annonce donc de François Hollande. Il critique assez sévèrement l'action du président qui aurait fait le bon choix pour lui. Je suis d'abord socialiste et j'aurais voulu éviter tout ça. Année après année, depuis 4 ans, j'ai dit non, faut pas faire la loi Sapin. Non, faut pas faire la loi Macron. Non, faut pas faire la loi El Khomri. Oui, il faut redistribuer les richesses. Faut pas donner 41 milliards aux employeurs. Ils rendront rien là-haut. Ils vont pas faire d'emploi. Ils ont pas fait d'emploi. Il faut pour corriger le chômage, faut passer aux 32 heures. Je l'ai dit, année après année. Et cette année, je disais, il n'y a pas d'autre solution que celle qu'a choisie finalement François Hollande. Il l'a fait de façon responsable et courageuse, mais il n'y avait pas d'autre choix. Il était battu, soit le 29 janvier à la primaire, soit le 23 avril au premier tour. Et je lui disais, laisse une chance à la gauche, que nous ayons un nouveau candidat et que nous puissions reconstruire un programme pour le quinquennat qui va suivre. Reconstruire un programme, ce coup-là, c'est d'aller à gauche, c'est de tirer les leçons, tous ceux qui nous ont dit attendez, donnez de l'argent, les entreprises, tout ça, faire de l'emploi. On a prouvé que non. Donc au moins on sait qu'il faut prendre une autre voie. Et pas celle de Fillon, parce que celle de Fillon, ça va encore aggraver le quinquennat passé. Et donc il faut, à gauche, moi je le dis, maintenant il faut que les socialistes de gauche se réunissent. Moi je propose à Marie-Noëlle Lienemann, à Arnaud Montebourg, à Benoît Hamon, il faut qu'on se voit, peut-être il faut qu'on arrive à une candidature commune, puisqu'on a beaucoup de points communs, on déterminera les axes. Les axes, pour moi, je le sais, c'est la redistribution des richesses d'abord. La France n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal réparties, contrairement à ce qu'on nous dit. Donc il faut aller dans ce sens-là, et en 3-4 mois, on peut reconstruire quelque chose d'uni. Et moi je le dis, si on n'a pas de candidat uni à l'arrivée, on perdra forcément le 23 avril. Mais maintenant, on a une chance d'avoir un candidat uni. Ne me dites pas que c'est Manuel Valls. Je sens que vous alliez me dire ça. Vous dites ce soir que vous pourriez vous allier avec d'autres candidats à les primaires, c'est-à-dire en gros que la primaire n'ait pas lieu. Ah non, je ne dis pas que la primaire n'ait pas lieu. Parce que si Valls se présente, on ne pourra pas y échapper. Et donc, il faut parler tout de suite de Manuel Valls. Mais Manuel Valls et François Hollande, c'est chou vert et vert chou. Je veux dire, on ne peut pas les distinguer. Ils ont fait la politique ensemble depuis 4 ans sur chacun des points que je viens d'aborder. Donc, je ne comprendrais pas que Manuel Valls dise, de façon moins responsable que François Hollande, dise « je me présente ». Parce qu'il n'a pas plus de légitimité, il est dans la même situation d'échec, il a fait les mêmes erreurs. Il faut continuer à rendre le service à gauche, c'est que Valls ne se présente pas. Alors, deux réactions étaient bien sûr immédiatement très attendues, sitôt l'annonce diffusée, dès 20h et quelques minutes. Alors, une à gauche, bien sûr, et une à droite. À gauche, pas n'importe laquelle, regardez, celle du Premier ministre. Dans les starting blocks, vous le savez, Manuel Valls qui dit c'est un choix difficile, mûri, grave. C'est le choix d'un homme d'État. Je veux dire à François Hollande mon émotion, mon respect, ma fidélité et mon affection. Et puis, à droite, celle de son chef de file que vous allez voir maintenant. Voilà son chef de file désormais vainqueur de la primaire droite-centre, François Fillon. Alors pour lui, ce soir, hier soir, donc le président de la République a admis avec lucidité que son échec patent lui interdisait d'aller plus loin. Voilà donc pour les réactions. On va retrouver maintenant autre aspect de l'actualité de ce vendredi de décembre. Eh bien, Nathalie Riouet pour les prévisions météo.